Bonjour. Dans cette présentation, j'aimerais vous parler des changements territoriaux et notamment aussi de certains espaces communs qui ne font pas partie du territoire d'un seul État. Un domaine important du droit international était historiquement les modes d'acquisition de territoire. Aujourd'hui, c'est moins important, bien que beaucoup de différents frontaliers entre des États d'aujourd'hui ont leur origine dans des questions ou des différends concernant le mode d'acquisition. Raison pour laquelle, par exemple, devant la Cour internationale de justice, ça reste un sujet assez important. Un premier mode d'acquisition pour beaucoup d'États était la découverte ou l'occupation. L'idée était, si une terre n'était pas encore la propriété ou sous la souveraineté d'un autre État, on la considérait res nullius ou terra nullius, donc une terre qui n'appartient à personne. Ceci était souvent pas le cas, car il y avait déjà des populations, mais on avait tendance à les ignorer, à ne pas les considérer comme des populations qui avaient créé un État. Ce qui aujourd'hui mène à des grands problèmes toujours dans des États comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, les États-Unis, pour régler éventuellement les acquisitions de territoires à l'époque qu'aujourd'hui nous ne considérons pas comme étant justes ou légitimes et où parfois les législations nationales essentiellement cherchent à trouver des solutions. Dans les cas où la découverte était possible, la théorie voulait qu'il devait avoir une occupation de cette terre qui n'appartenait à personne et que l'État devait proclamer qu'il avait la volonté de s'approvisionner, c'est-à-dire de s'approprier ces terres. Et finalement, et je l'ai mis en gras ici, c'est souvent le plus important, aujourd'hui nous partons de l'idée que seul l'exercice d'une autorité effective pendant une longue durée, jusqu'à nos jours normalement, peut ainsi justifier qu'une terre qu'on avait découverte était devenue terre d'un État. Si un État était déjà présent, historiquement, il était possible d'annexer ou voire de conquérir des terres d'autres États. C'était jusqu'au début du XXe siècle assez commun et reconnu. Et au moment où le recours à la force et l'acquisition de territoires, la conquête, grâce à ce recours à la force n'était plus accepté, cela a changé. Mais en Europe, bien sûr, vous vous souvenez, la plupart des guerres ont mené à des conquêtes, à des annexions de territoires. Une des questions qui occupe actuellement l'Europe est la question si le statut de la Crimée en mer Noire est le résultat d'une conquête un peu dissimulée par la Russie ou si c'est vraiment une sécession, donc une guerre d'indépendance d'une population qui par la suite a cherché de rejoindre un autre État. Donc là, vous trouvez deux explications, ce qui explique pourquoi il y a un différend. Pour les États qui considèrent que la Crimée a été annexée par la Russie, cela est illégal et ces États ont adopté des sanctions et ne reconnaissent pas le statut de la Crimée comme étant du territoire russe. Il existe d'autres modes d'acquisition, la cession, historiquement surtout la vente de certaines terres. Un exemple important et historiquement tout à fait accepté est la vente de l'Alaska. Le tsar russe, l'Empire russe a vendu l'Alaska aux États-Unis, qui aujourd'hui est un État des États-Unis.
Il y a eu des négociations, parfois des échanges de territoires. Par exemple, pour la Suisse, était important qu'on a pu arrondir le territoire de Genève, par exemple, en négociant avec le roi de Sardaigne dans ce traité de Turin de 1816. Là, la Sardaigne a cédé une petite partie, un petit territoire au canton de Genève, voilà, République et canton de Genève, et ça explique pourquoi aujourd'hui la frontière est celle qu'elle est entre la France aujourd'hui, parce que cet royaume de Sardaigne n'existe plus en tant que tel, ou de toute manière n'existe plus où il était auparavant. Et donc vous voyez aussi les effets à long terme d'une cession suite à un traité. La prescription acquisitive, c'est normalement le cas si un territoire dont peut-être à l'origine il n'était pas clair qui était souverain concernant ce territoire. Si là il y a un État qui pendant très longtemps a de manière pacifique pu exercer un contrôle administratif et donc montrer qu'il était souverain sur ce territoire, ça devient coutumier et accepté. Ça peut tout de même mener à des différends, notamment la question si cette présence et ce contrôle étaient vraiment pacifiques ou si c'était plutôt une conquête, etc. Il y a des développements qui sont liés à des catastrophes naturelles, voire à des événements dans la nature. Par exemple, l'avulsion, ou par exemple suite à une chute de terre, il peut y avoir un changement d'une frontière et la création de nouvelles terres dans des lacs, voire dans la mer ou dans des fleuves. Et puis, notamment dans les fleuves ou dans les deltas des fleuves, il peut y avoir l'alluvionnement, qui est normalement un procès par lequel de nouvelles terres sont créées. C'est normalement moins important, mais ça peut effectivement mener à des différends concernant les frontières, quelque chose que nous avons déjà vu. Que la contiguïté de cette île avec le territoire reconnu des Philippines, que ces deux éléments justifiaient que cette île appartenait aux Philippines. Par contre, pour les Pays-Bas, qui à l'époque dominaient encore l'Indonésie d'aujourd'hui, la situation était différente. Ils disaient oui, c'est possible qu'au début il y avait eu une découverte par les Espagnols, mais par la suite il n'y avait plus de présence espagnole. Ils ne s'étaient plus intéressés à cette île, et c'est nous, les Pays-Bas, qui, comme dans le reste de ce qui aujourd'hui est l'Indonésie, à l'époque la Batavie, nous avons exercé un contrôle souverain. Et l'arbitre Max Huber a effectivement accepté ce raisonnement des Pays-Bas et a dit le statut à l'époque n'était pas clair, c'est vrai que l'Espagne avait découvert cette île, mais par la suite ils ne s'y étaient plus intéressés, donc leur contrôle n'était plus effectif, et c'est les Pays-Bas qui à ce moment-là avaient, et il l'a dit en anglais, continuous and peaceful undisputed display of territorial sovereignty. Donc il y avait d'une longue durée et sans que cela ait été contesté pendant cette période, un exercice de souveraineté par les Pays-Bas, et que cela justifiait comme une prescription acquisitive, nous pouvons dire, qu'aujourd'hui, ou en mai 1928, ce territoire était sous la souveraineté des Pays-Bas et après l'indépendance de l'Indonésie. Parlons aussi un moment des espaces communs. Donc, s'il est vrai que beaucoup de territoires ont pu être acquis par certains États, des États territoriaux, des États souverains et égaux aujourd'hui, il existe tout de même aussi des espaces communs. Là-dedans, il y a
aussi parfois des négociations qui ont eu lieu et qui ont fait qu'on a accepté que certains territoires soient internationalisés, c'est-à-dire que ce n'est pas un seul État qui exerce sa souveraineté territoriale. Alors, quelque chose que nous avons déjà vu et dont on peut dire que c'est donc un tel espace commun, c'est la haute mer. Nous avons vu comme au XVIe, XVIIe siècle, il s'est développé cette idée que la haute mer ne devait être le territoire d'aucun État. Nous avons vu en droit de la mer qu'il peut avoir certaines exceptions concernant les côtes, la mer territoriale, mais à un moment donné, encore aujourd'hui, tous les États respectent que la haute mer est un espace commun sur lequel aucun État exerce sa souveraineté. L'espace extra-atmosphérique, c'est-à-dire au-delà de l'atmosphère, ne fait plus partie de l'espace aérien d'un État. L'espace extra-atmosphérique est aussi un tel espace commun, bien qu'il y ait bien sûr eu des tentatives et des idées, si peut-être certains États, notamment ceux qui ont la technologie pour le faire et les armes, pourraient éventuellement s'approprier cet espace. Mais l'idée pour le moment reste tout de même que ça doit être un espace commun pour tous les États. Un autre concept pour un espace commun, mais avec un statut juridique particulier, est l'idée du patrimoine commun de l'humanité. Alors c'est beaucoup plus récent. Et nous en avons déjà parlé quand nous avons parlé de la mer, et notamment des fonds marins. Donc les fonds en dessous de la haute mer notamment, où on s'est dit, mais là il y a des richesses qui peuvent être exploitées si on a les technologies, mais ce ne sont que certains États qui ont la technologie. Ce ne serait pas juste que le simple fait de disposer de cette technologie donne plus de droits à ces États. Et donc on a créé, par la résolution 2749 de 1970, on a déclaré que les fonds marins sont un patrimoine commun de l'humanité, c'est-à-dire un espace commun avec des règles très particulières pour la gestion de ces richesses. Ce qui a été repris par la suite dans la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer, dont nous avons regardé certains aspects. Donc, c'est aussi un tel espace commun avec des règles particulières qui s'y appliquent. Pour la Lune, qui était le premier corps céleste qu'on a pu atteindre, c'est dans le traité de 1979 que les États signataires ont considéré que pour la Lune aussi, on voulait éviter qu'un État considère une partie ou toute la Lune sa propriété, et donc elle est déclarée comme étant en dehors de ce système de souveraineté territoriale. Et on part de l'idée que ça devrait aussi être l'idée pour les autres planètes, où pour le moment la question se pose moins, mais elle va peut-être se poser à l'avenir. Et beaucoup d'États défendent tout de même l'idée que là, il faudrait aussi que ça soit géré par tous les États ensemble comme un espace commun. L'Antarctique. Alors, le pôle sud, c'est effectivement une terre, et là, il y a eu l'idée que notamment les États voisins pourraient s'approprier certaines terres. Il y a une théorie qui est défendue par certains États que là, on pourrait simplement créer des secteurs, ce qui permettrait à l'Argentine, au Chili, à l'Australie, de s'approprier une partie de ces terres, mais dans le traité de 1957, on a réussi pour le moment à geler ces prétentions territoriales, parce qu'on aimerait aussi plutôt voir ici une gestion et une protection commune de cette biosphère importante pour l'humanité. Il n'y a pas eu beaucoup de développement ces dernières années, donc pour le moment, c'est simplement ce gel des prétentions qui fait que essentiellement ça reste un espace commun. L'Arctique, le pôle Nord, ça c'est une autre question, parce que c'est essentiellement que de la glace,
Et donc c'est régi par les règles concernant la haute mer. Et nous avons vu la haute mer est un res communis, un espace commun. La situation est tout de même intéressante. Vous avez ici une carte récente qui montre les revendications. Et effectivement, c'est essentiellement des frontières dans la mer. Donc nous savons déjà que la plupart des États revendiquent une mer territoriale, voire une zone économique exclusive. Et vous voyez ici en rouge les frontières acceptées de la zone économique exclusive. Parce qu'effectivement, les questions dans cette région portent essentiellement sur les richesses naturelles. Et la question se posait moins au moment où tout était gelé ici, mais avec le changement climatique, tout à coup, beaucoup de ce gel a disparu et les États auraient techniquement la possibilité d'exploiter les richesses en haute mer ou dans leurs zones économiques exclusives. La zone la plus contestée est ici en rose, les revendications territoriales russes qui sont dues au fait ou à la présence de ce qu'on appelle la dorsale de Lomonosov. La Russie dit que ça fait partie du plateau continental de la Russie, dont nous avons déjà parlé. Et vous savez que grâce à la Convention sur le droit de la mer, les États ont certains droits économiques essentiellement sur leur plateau continental et ce que la Russie revendique, tandis que d'autres États dans cette région qui auraient un intérêt que ça reste un espace commun ne sont pas convaincus que la dorsale de Lomonosov soit vraiment une partie du plateau continental russe. Et là, il existe pour le moment un différend entre les États intéressés. Alors, si nous avons vu qu'il y a donc du territoire qui est sous la souveraineté d'un État et puis des espaces communs, il peut tout de même y avoir des changements territoriaux. Alors, aujourd'hui, la question la plus importante, c'est la succession d'États. Est-ce qu'un État succède à un autre dans l'exercice de sa souveraineté, par exemple sur un territoire? Cela peut arriver, par exemple, par une dissolution ou un démembrement d'un État. Un exemple qui est toujours important parce qu'il y a encore des revendications et des différends qui en sont la conséquence, c'est la dissolution de l'Union des républiques socialistes soviétiques, de l'URSS en 1991, avec la création de nouveaux États comme la resurgence d'anciens États comme la Lituanie, l'Estonie, l'Ukraine, la Biélorussie, etc. Il peut avoir une succession d'États par une sécession, quand une partie d'un État devient indépendante. C'était par exemple la question qu'on se posait quant à la Yougoslavie dans les années 90, quand la Slovénie, la Croatie ont déclaré leur indépendance suite à une sécession. Il se posait relativement rapidement la question si la Yougoslavie avait totalement disparu. Dans un premier temps, la Serbie notamment a dit qu'elle continuait à représenter ce qui avant s'appelait Yougoslavie, mais à un moment donné, on est parti de l'idée qu'il y a eu une dissolution totale et que donc c'était plutôt un cas de dissolution, tandis que dans un premier temps, on avait parlé de sécession. Il peut aussi y avoir l'unification, donc la fusion, où plusieurs États indépendants créent un nouvel État. La Suisse, en 1848, est normalement décrite comme le résultat d'une fusion. Les cantons, qui avant étaient plus souverains, qui coopéraient étroitement dans une fédération, avaient créé un État au sens moderne en devenant la Suisse, avec un transfert des compétences au gouvernement fédéral.
Il peut aussi y avoir l'absorption d'un État. Alors, la réunification allemande en 1990 est normalement décrite comme une continuité de la République fédérale d'Allemagne qui a incorporé ce que auparavant avait été appelé Allemagne de l'Est. Et donc pas une fusion entre pairs, mais une continuité de l'État allemand de l'Ouest en absorbant le territoire à l'Est. Alors, quant aux règles, ça peut être compliqué et la solution préférée, c'est normalement la solution de traité impliquant tous les États intéressés. Par exemple, suite à la dissolution de la Yougoslavie ou aux sécessions en Yougoslavie, on a essayé par une commission d'arbitrage de trouver des règles acceptables pour tous les partis, ce qui n'était pas vraiment possible. Donc ça montre bien sûr aussi la difficulté politique qui existe souvent dans ces situations. Une des conséquences de ces changements territoriaux, c'est que des statuts juridiques peuvent changer. Qui est responsable pour le territoire et pour les personnes et les objets sur ce territoire et leur statut juridique? Et dans ce contexte, on parle normalement des questions concernant la succession d'États. Ça, c'est le terme technique. On peut aussi le définir comme la substitution d'un ou plusieurs États à un ou plusieurs autres États dans la responsabilité des relations internationales d'un territoire. Alors, la terminologie qu'on utilise, on parle normalement d'États successeurs. Alors, l'URSS, nous avons déjà vu, n'existe plus et il existe plusieurs États successeurs. La Russie, la Lituanie, l'Ukraine. La même chose vaut pour la Yougoslavie ou encore près de nous, l'Autriche, suite à la dissolution de l'Empire austro-hongrois. Notre voisin à l'Est, l'Autriche, est un des États successeurs dans cette succession d'États. Parfois, on établit des nouveaux États, par exemple, suite à la dissolution de l'Empire britannique en Inde. On a d'abord vu la création d'une Inde beaucoup plus grande de ce qu'elle est aujourd'hui. Et à un moment donné, il y a eu sécession et indépendance de certains nouveaux États. Dans un premier temps, le Pakistan, et puis en 1971, un peu plus tard, suite à une guerre civile, le Bangladesh. La même chose vaut pour l'Érythrée. Encore aujourd'hui, vous avez souvent des différends et des problèmes entre l'Éthiopie et l'Érythrée qui sont essentiellement dus à la sécession et l'indépendance de l'Érythrée comme nouvel État en 1991. Bien sûr, on peut aussi dire que la création de beaucoup des anciennes colonies, leur indépendance en tant que nouveaux États, on parlait dans les années 60 de nouveaux États indépendants. Donc on s'est inspiré aussi de cette théorie, bien que la colonisation était peut-être une situation particulière. Alors, il faut distinguer de la succession d'États des simples changements politiques. Par exemple, quand la Russie, suite à la révolution en Russie, a changé de nom et est devenue l'URSS, c'était le même État. Il y avait certaines sécessions, par exemple la Finlande qui est devenue indépendante, mais l'essentiel du territoire était considéré comme étant toujours le même État, la Russie, qui avait changé de nom, qui devenait URSS, mais il n'y avait pas vraiment un cas de succession d'État. Aussi, quand il y a eu des changements, par exemple suite à une cession, on ne parle pas vraiment d'une succession d'États, on parle simplement du fait que, par exemple, l'Alaska, suite à la vente par l'Empire russe, devenait une partie des États-Unis et donc était maintenant, c'était les mêmes États, d'un côté l'Empire russe et les États-Unis, mais qui avaient eu une nouvelle organisation quant à leur souveraineté sur certains territoires, dans ce cas l'Alaska.
Alors, les règles concernant la succession d'États, c'est essentiellement du droit coutumier, hein. Comme ces situations se répètent et se sont répétées dans l'histoire, on a certaines coutumes dans ce domaine avec une certaine variation et c'est la raison pour laquelle on a aussi essayé bien sûr de codifier ces règles. Mais avec très peu de succès, je vais vous montrer des traités que vous en trouvez dans le recueil, mais ils n'ont pas été ratifiés par beaucoup d'États parce qu'il y avait tout de même souvent pas de consensus sur certaines règles. Alors, dans la réalité aujourd'hui, très souvent, on préfère un accord bilatéral entre les États concernés pour régler les questions concrètes qui se posent. Un premier domaine où ces questions se posent, normalement, c'est le territoire et les frontières qui seront respectées. Alors, si on n'arrive pas à les négocier entre deux États, nous avons déjà vu, concernant les frontières, la règle du uti possidetis iuris. Donc, où on dit normalement, dans le cas d'une sécession, dans le cas d'une dissolution, s'il y a déjà eu des frontières internes, des frontières entre régions, des frontières administratives, on essaye de les maintenir. La raison principale étant simplement qu'on veut créer une certaine stabilité, c'est plus simple, et on veut éviter qu'on doit renégocier la frontière. Cette règle a été utilisée par exemple suite au démembrement de l'URSS dans une déclaration de Alma-Ata de 1991 où les États russes, les États successeurs de l'Union soviétique, en principe, étaient d'accord de la respecter, cette règle. On voit aujourd'hui, notamment dans plusieurs zones entourant la Russie actuelle, en Géorgie, en Ukraine, qui a eu par la suite des guerres civiles, voire des affrontements entre des troupes russes et leurs voisins, ce qui montre que finalement la règle du uti possidetis n'a pas été totalement respectée, souvent parce qu'il y a eu des problèmes liés à la présence de différentes ethnies qui préféraient avoir ou plus d'autonomie, voire même de faire partie d'un autre État. Donc ça, même si on a une préférence pour cette règle du uti possidetis, ce n'est pas toujours une solution sur le plan politique. Voilà. Alors, il se pose aussi la question sur l'applicabilité des traités. Si des traités lient des États, si leur territoire change, on peut se demander qu'est-ce que ça veut dire pour le champ d'application d'un traité. Alors ici, il existe effectivement une convention dans laquelle on a essayé de codifier cette question. Cette convention de Vienne sur la succession d'États en matière de traités de 1978, qui est effectivement entrée en vigueur en 1996. Mais qui est une de ces conventions qui a été ratifiée par peu d'États. Raison pour laquelle on peut rarement l'invoquer parce qu'elle est rarement applicable. Concernant l'applicabilité des traités suite à une succession d'États, il y a deux principes extrêmes, on peut dire. Le premier est celui de la continuité. Là, on défend l'idée que le traité doit rester applicable concernant le territoire pour lequel il avait été conclu. Et donc, il y a une certaine stabilité, une continuité des traités qui s'appliquent à un certain territoire, même s'il y a eu une succession d'États. L'autre extrême, c'est celui de la tabula rasa, le clean slate en anglais, où on dit non, les traités ne s'appliquent plus du tout. Le raisonnement pour les deux principes est souvent très politique. La continuité, c'est bien sûr dans l'intérêt des États qui ne sont pas directement affectés par la succession. Ils aiment la stabilité, ils voudraient maintenir les traités qui sont en place. Tandis que les nouveaux États, surtout si le nouveau gouvernement ou l'État en tant que tel a l'impression qu'auparavant,
il n'était pas impliqué dans la négociation d'un traité ou c'était un traité qui avait été conclu qui ne correspond pas aux intérêts du nouvel État, ils ont plutôt tendance à vouloir renégocier, ne pas appliquer les anciens traités. Cela explique aussi pourquoi, par exemple, dans le processus de la décolonisation, les États développés ont souvent défendu ce principe de continuité, tandis que les nouveaux États indépendants, normalement des pays en voie de développement, dans les années 60, 70, avaient normalement dit que c'était la règle de la tabula rasa. Alors en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, on a essayé de négocier et de voir pour chaque situation quel traité devrait continuer à s'appliquer entre deux États. C'est par exemple ce que la Suisse cherche normalement à faire s'il y a une succession d'États dans le monde. En même temps, on peut dire que souvent, si c'est des traités qui sont extrêmement liés, par exemple, à l'existence du territoire même, concernant les frontières par exemple, beaucoup d'États ont été assez inclins à accepter le principe de continuité. De nouveau, pour éviter qu'il y ait une instabilité ou qu'il y ait des différends concernant les frontières. Aussi, ces dernières années, il a souvent été dit que quand il s'agit de la protection des droits humains ou de l'applicabilité du droit humanitaire dans des conflits, ou le désarmement ou la sécurité, là, les changements de frontières ou les successions d'États ne devraient pas affecter la protection dans ce domaine. Et donc, il y a aussi une forte tendance à dire que ces traités dans ces domaines devraient continuer à s'appliquer. Mais ce sont juste des tendances et comme j'ai dit, idéalement, on trouve un accord entre les États concernés. Un exemple de la pratique suisse, là il se pose souvent des problèmes concernant des traités qui avaient été conclus avec la Suisse ou les cantons suisses avec leurs anciens voisins. Et là c'est souvent des questions concernant la frontière, voire l'applicabilité à un certain territoire. Et dans l'arrêt du tribunal fédéral 131 de 448, le tribunal fédéral se posait effectivement la question si un traité entre la Suisse et le Württemberg, un territoire qui était indépendant et qui aujourd'hui fait partie de la République fédérale d'Allemagne, si ce traité entre la Suisse et le Württemberg continuait à s'appliquer, même si le Württemberg n'était plus indépendant, suite à la fusion que nous avons vue. Et effectivement, le tribunal fédéral a confirmé que pour lui, ce traité continuait à s'appliquer parce que les deux États, la Suisse et l'État successeur, l'Allemagne, s'étaient comportés comme s'ils désiraient la continuité du traité. Donc, il ne voyait aucune preuve, aucun élément qui montrait que, par exemple, l'Allemagne, là, dans ce cas, s'était opposé à la continuité. Et dans ce cas, le tribunal fédéral a dit, c'est dans l'intérêt de la stabilité, de la prévisibilité, que ce traité continue à s'appliquer, au moins pour le territoire pour lequel il avait été négocié. Alors ici, dans le cas de l'Allemagne, c'était que pour le territoire de l'ancien Württemberg. Donc nous voyons une continuité concernant l'applicabilité géographique de ce traité. Il reste en vigueur pour ce territoire, tandis que pour les autres territoires, par exemple de l'Allemagne de l'Est aujourd'hui, on n'avait jamais négocié l'applicabilité de ce traité, donc il ne s'applique pas. Ce qui peut bien sûr déranger, parce qu'on trouve bizarre qu'entre l'Allemagne moderne et la Suisse, on applique un traité qui ne s'applique qu'à un certain territoire en Allemagne, pour des raisons historiques. Et à ce moment-là, on pourrait s'imaginer que les deux États voudraient peut-être tout de même renégocier. Mais s'ils ne le font pas, on peut vivre avec cette situation qui continue. Un autre exemple de la jurisprudence du tribunal fédéral, c'est cet arrêt du tribunal fédéral 132, 265. Là, il s'agissait de la question si un traité entre la Suisse et l'Empire russe, l'Empire tsariste,
si ce traité avait survécu les nombreux changements territoriaux et les successions d'États. Alors, nous avons vu, la Russie tsariste était devenue l'Union soviétique, et par la suite, il y avait eu le démembrement de l'Union soviétique, et cette affaire concernait l'applicabilité d'un traité entre la Suisse et l'Empire tsariste à l'Ukraine, indépendante depuis 1990. Et dans cette affaire 132-265, le tribunal fédéral a vraiment analysé quel était le comportement des parties à ce traité, et on a pu voir qu'en principe, ni la Suisse ni l'Empire du Tsar avaient terminé ce traité, donc il restait en vigueur, sauf que dans ce cas particulier, le tribunal fédéral a pu observer qu'à un moment donné, le gouvernement soviétique dans les années 1920 avait suspendu l'applicabilité du traité, et cette suspension continuait jusqu'à nos jours. Raison pour laquelle ce traité existait toujours pour la Suisse et pour le tribunal fédéral, mais il avait été suspendu, et cette suspendu n'avait pas encore été renégocié. Le cas idéal, je l'ai dit plusieurs fois, c'est de pouvoir négocier avec les États concernés. Le chapitre 0196 du recueil systématique contient tout un grand nombre de traités concernant la reconduction d'accords par succession d'États. Vous trouvez ici des exemples concernant l'Autriche, où on voit qu'en 1925-26, il y a eu des négociations parce que l'Empire austro-hongrois avait disparu. Et puis en 1948 et 1949, on voit des discussions entre la Suisse et l'Autriche parce que pendant les années 30, de 1938 à 1945, l'Autriche avait été absorbée par l'Empire allemand, donc l'Autriche en tant que telle n'existait plus. Et avec la renaissance de l'Autriche en 1945, ou un peu plus tard, la Suisse a donc voulu discuter quel traité était toujours en vigueur et a trouvé un accord dans cet échange de notes. Alors, si nous avons parlé de l'applicabilité des traités, il faut aussi parler des biens, archives et dettes d'un État. C'est particulièrement important si, par exemple, comme dans le cas de la Yougoslavie, les archives, les dettes, les biens doivent être partagés ou repartis entre les États successeurs. Alors, il existe aussi une convention dans ce domaine, mais de nouveau, elle n'a pas été ratifiée par beaucoup d'États, et par la Suisse, par exemple, elle n'a jamais été ratifiée. Donc, on peut s'en inspirer, mais ce n'est pas vraiment une base légale pour beaucoup d'États. Le principe qu'on applique généralement concernant les dettes, les biens, les archives, c'est une répartition équitable. Par exemple, l'exemple des archives, on trouve normalement que les archives devraient appartenir à l'État qui est concerné. S'il y a par exemple des documents concernant l'histoire de la Croatie à Zagreb, on considérait normal, suite au démembrement de la Yougoslavie, que les documents concernant le territoire et la population dans ce qui est aujourd'hui la Croatie devraient appartenir à la Croatie, tandis que les documents concernant la Serbie et la Serbie actuelle devraient appartenir à la Serbie. Dans le cadre de la décolonisation, il se posait aussi la question de la dette, notamment, et vu l'état économique de beaucoup de colonies et aussi l'exploitation qui avait eu lieu, souvent là on a accepté que les nouveaux États des pays en voie de développement ne devaient pas se considérer comme responsables des dettes, mais de nouveau c'était une situation historique particulière. La participation dans les organisations internationales, alors là on peut dire la pratique est très variée. C'est tout de même une question hautement politique. Ici vous voyez plusieurs exemples. Par exemple en 1947, quand l'Inde avait déjà été acceptée comme membre de l'ONU, suite à la guerre civile,
le Pakistan a demandé l'adhésion. Donc on a considéré que le reste de l'Inde maintenait son statut comme membre, tandis que le Pakistan était considéré comme un nouvel État qui a donc demandé l'adhésion à ce moment-là. Et donc il n'y avait pas une continuité. Par contre, en 1992, nous avons déjà vu le démembrement de l'Union soviétique. Et là, la Russie a repris automatiquement le siège au Conseil de sécurité. C'était une volonté historique pour maintenir la stabilité au sein du Conseil de sécurité, évidemment. La responsabilité internationale, donc si un État a engagé sa responsabilité internationale avant une succession d'États, est-ce que le nouvel État qui succède à cette situation est tenu responsable? Alors là, c'est très controversé. Souvent, on a dit qu'à ce moment-là, notamment les États qui deviennent indépendants suite à une sécession ne devraient pas être concernés. Il y a tout de même des États qui ont accepté de manière volontaire la succession aussi concernant la responsabilité internationale. Et c'est clair, il y a souvent des négociations. Normalement, si cette responsabilité internationale concerne des dommages, par exemple l'expropriation de certaines personnes, on a parfois vu la négociation de telles questions. Droits et obligations des particuliers. Alors, ça c'est notamment le droit des étrangers. Disons le Suisse qui vivait dans l'Empire russe en 1917 et qui aujourd'hui a encore des revendications contre ce qui est l'Ukraine aujourd'hui. Là, il y a les États développés ont souvent dit que les droits et obligations des particuliers ne devraient pas être concernés, qu'il y a des droits acquis qu'on devrait respecter. Mais de manière générale, on doit aussi dire que, notamment dans la décolonisation, on a déjà dit, il y a souvent eu des expropriations, les dettes n'ont souvent pas été reconnues, vu les injustices commises par les puissances coloniales. Et en même temps, il y a tout de même eu aussi des situations où les États ont essayé de négocier des situations. Par exemple, il y a une histoire en France concernant les empreintes russes. L'État russe, avant la révolution en 1917, avait émis des obligations et il y avait beaucoup de Français qui avaient encore des obligations et qui étaient donc créanciers de l'État russe en 1917. Et en 1996, avec presque 80 ans de retard, la Russie actuelle, qui était issue de l'Union soviétique, et la France ont finalement négocié un accord pour tout de même encore tenir compte de ces droits de particuliers qui étaient dus à ces empreintes russes de 1917. Donc on voit ici tout de même aussi la possibilité que les États acceptent que les droits des particuliers survivent toutes ces successions d'États. La nationalité, c'est souvent une question très importante. Alors là, la solution n'est pas toujours claire. L'important aujourd'hui pour les États, c'est souvent d'éviter qu'il y ait des nouveaux apatrides. Donc que par le simple fait d'une succession d'États, il y ait des personnes qui auraient aucune nationalité. Dans la réalité, souvent, ce qui prévaut, c'est que les personnes qui vivent sur un territoire reçoivent la nationalité du nouvel État qui en est issu, ou qu'ils ont le choix, un droit d'option, ce qui peut tout de même créer des problèmes si quelqu'un ne choisit pas la nationalité du nouvel État et garde la nationalité d'un autre État, qui maintenant est un État étranger. Cela peut signifier qu'une personne devient un étranger dans son propre pays, on peut dire, en restant sur le territoire où avant il était un national, un citoyen, il devient un étranger. Alors là, on prévoit souvent tout de même des traités pour garantir les droits fondamentaux et certaines garanties
concernant ces personnes. Il y a parfois aussi la personne d'obtenir la double nationalité. Donc, ce sont des situations compliquées où, de nouveau, dans la réalité, on préfère des solutions négociées. La Convention européenne sur la nationalité de 2000 n'a pas été acceptée par beaucoup d'États, mais on y voit, on peut visualiser un peu ces principes dont je viens de parler. Ici, on avait proposé pour la succession d'État et la nationalité certains principes, et vous voyez ici les idées en se prononçant sur l'octroi ou la conservation de la nationalité en cas de succession d'État. Chaque État partie concerné doit tenir compte notamment, donc ce n'est pas une obligation, mais on voit un peu les éléments dont on s'inspire. Premièrement, du lien véritable et effectif entre la personne concernée et l'État, de la résidence habituelle de la personne concernée au moment de la succession d'État, de la volonté de la personne concernée et de l'origine territoriale de la personne. Cela devrait mener à des solutions qui sont normalement acceptées par les différents États impliqués dans la succession. Voilà, c'est tout pour cette présentation. Merci beaucoup et à bientôt.